Agnat Bello qui sera avec nous dans un instant pour parler des personnes vivant avec un handicap. Qu'en est-il de leurs droits? Mais d'abord, je nous propose de suivre ce reportage réalisé par Lucrèce Degla sur les personnes handicapées. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteur, visuel, auditif ou psychique. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études. Mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Et voilà, merci beaucoup Lucrèce Degla pour ce reportage. On retrouve Agnat Bello. Annie, bonsoir. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous portez très bien. Très très bien. Lundi rose. Oui, déjà rose. Lundi rose. Calme, mouvementé. Ça a démarré sur les chapeaux de roue parce que vous savez qu'on reprend dans un nouveau décor. Le grand rendez-vous, c'est toujours important de voir que ça bouge ici. On fait tout ça pour les téléspectateurs. Sur le décor? Je crois que les téléspectateurs vont nous laisser leurs avis à travers nos différents réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier sur le site de l'ORTB, aussi sur notre page Facebook. Donc, on attend votre retour par rapport à ces studios. En tout cas, laissez-moi déjà vous dire que le concepteur, c'est le directeur artistique. Il est avec nous même pour ce numéro. N'est-ce pas? On le salue au passage. Au passage. Alors, Agnat, notre experte de ce soir, où est passé votre invité? Mon invité, vous le savez, demain, il y a aussi la journée des droits humains. Donc, ça court beaucoup et on n'a pas pu avoir quelqu'un sur la main là pour pouvoir parler des personnes handicapées. Mais on a jugé important de pouvoir quand même en parler d'abord avant de revenir sur la journée des droits humains demain. C'est pourquoi je suis là toute seule ce soir. Pour vous, qui peut-on appeler personne vivant avec un handicap? Alors, d'avance, je m'excuse si le mot personne handicapée revient à chaque fois. C'est vrai que tout le monde est devenu un peu susceptible sur le sujet, mais la plupart des tests utilisent justement ce groupe de mots-là pour parler de la personne vivant avec un handicap, que
ce soit la loi, le code, les Nations Unies, les différentes conventions. On parle souvent de personnes handicapées. Donc, c'est le groupe de mots qui va le plus revenir ce soir. Je m'excuse pour les personnes qui vont se sentir peut-être gênées par rapport à ça. Donc, quand on parle de personnes handicapées, et selon les normes internationales, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation dans la société. Bon, on pourrait dire que la définition est un peu longue, on n'arrive pas à la comprendre. Le Bénin a quand même essayé de simplifier, d'accord, cette définition-là. Donc au Bénin, ici, une personne handicapée est toute personne atteinte d'une déficience congénitale ou acquise. D'accord? De sorte que son aptitude à intégrer les différents systèmes qui existent, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi, soit compromise ou mal perçue. Donc c'est comme ça on peut définir une personne handicapée. Moi je pense même que si aujourd'hui on en est au fait que les personnes vivant avec un handicap sont stigmatisées, c'est que déjà dans cette définition, on les stigmatise. Oui, bon, en quelque sorte, puisque ces personnes n'ont pas forcément été consultées pour qu'on parle d'eux. Et c'est au fur et à mesure qu'on clarifie le concept, qu'on voit un peu l'opinion des personnes concernées elles-mêmes. Est-ce qu'elles se sentent handicapées? Alors, pour elles, elles ne sont pas des personnes handicapées. Raison pour laquelle elles parlent des personnes vivant avec un handicap. Donc, le terme est en train de migrer. Mais pour l'instant, la loi, même qui les prend en compte, ne parle que de personnes vivant avec personnes handicapées. D'accord. Oui. Il y a des lois spécifiques. Oui. Pourquoi ces lois spécifiques pour protéger ces personnes-là? D'accord. Bon, je crois qu'on est obligé de remonter un peu à la communauté internationale, d'accord, qui a ressenti le besoin de doter le monde de conventions et de résolutions pour pouvoir un peu protéger ces personnes-là, parce qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'elles étaient stigmatisées, qu'elles étaient humiliées, qu'elles avaient besoin d'être protégées justement comme étant une couche vulnérable de la société dans plusieurs pays. Ce n'est plus le cas? Bon, ce qui est sûr, au moins, il y a des tests maintenant qui permettent à tout un chacun de savoir comment se comporter vis-à-vis de cette couche-là qu'on juge vulnérable et tout, oui. D'accord. Et il y a eu des résolutions au niveau de l'ONU, vous pouvez nous en parler? Oui, il y en a eu toute une série. Toute une série? Toute une série, et cela commence depuis 1981, tenez-vous bien. Ça veut dire que bien avant 1981, on ne connaissait rien en ce qui concerne les droits des personnes vivant avec un handicap. C'est comme si, avant 1981, ces personnes n'avaient pas de droits spécifiques. Peut-être des droits humains, comme vous et moi, mais pas des droits spécifiques. Donc, en 1981, on a eu l'année internationale des personnes handicapées. Alors, on a eu la résolution 3752 en 1982 avec l'adoption du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées. Nous avons eu la déclaration de la première décennie africaine des personnes handicapées, 1999-2009. C'est là on a commencé par en parler sur le continent africain. D'accord. Après ça, on a eu l'adoption en 2006 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et de 2009-2019, on a eu la deuxième décennie africaine des personnes handicapées. Et là, c'est une déclaration de l'Union africaine. Donc, pour vous dire que là, l'Afrique même a pris ses propres lois en ce qui concerne ces personnes vivant avec un handicap. Et de toutes ces résolutions, quelle est la loi précisément au Bénin qui prend en compte ces personnes-là? Alors, tenez-vous tranquille, si en 2009, déjà, l'Union africaine a commencé par ébaucher des textes de loi pour pouvoir protéger les personnes vivant avec un handicap, c'est en 2017, précisément le 29 septembre 2017, ici au Bénin, que nous avons eu une loi. Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans environ, un peu plus de 2 ans. La loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Donc la loi d'il y a 2 ans parle également de personnes justement, handicapées. de personnes handicapées en République du Bénin. Ah ben, c'est pourquoi je dis toutes ces lois-là, toutes ces résolutions utilisent le terme justement personnes handicapées. Oui. Et quel est l'objet de cette loi? Alors, cette loi a pour objet de prévenir le handicap. On oublie souvent cet aspect, mais il y a aussi de prévenir le handicap. De prévenir le handicap en évitant justement tout ce qui peut permettre à quelqu'un comme vous et moi qui n'est pas né avec un handicap de se retrouver personne handicapée. Donc ça prend en compte les normes sociales, les normes de sécurité, les normes sanitaires, pour qu'on n'en arrive pas à une situation où on développe un
un handicap. Donc, il y a aussi la protection, justement, du handicap, la promotion et l'assurance de la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés, puisque c'est des personnes comme vous et moi, elles ont droit aux mêmes droits que nous. Il faut pouvoir le leur garantir à travers le respect et la dignité intrinsèque, justement, de ces personnes-là. Oui. D'accord. Et le contenu de cette loi, c'est vrai que nous n'avons pas le juriste sur ce plateau. Je vais essayer. Mais je sais que vous avez quand même le background nécessaire pour nous donner toutes ces informations. Oui, il faut d'abord dire que si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, c'est possible, ne serait-ce qu'en vous rendant sur Internet ou en allant dans un cabinet d'avocats, d'avoir la loi. Il y a même des associations qui ont la loi à portée de main. La loi est disponible pour toutes les personnes qui veulent la loi. Donc, je n'ai fait que lire la loi. J'ai essayé de faire un résumé, mesdames et messieurs, puisque elle est très longue. Donc, la loi est subdivisée en plusieurs chapitres. On va parler des chapitres qui sont les plus intéressants. On a le premier chapitre qui parle des dispositions générales. Le deuxième chapitre qui parle justement de ce thème-là que j'évoquais tantôt, la prévention du handicap. Mais dans la prévention du handicap, on a l'aspect médical et l'aspect social. Donc, on a la prévention médicale et la prévention sociale. Le troisième chapitre est le clou, en quelque sorte le plat de résistance de cette loi-là plutôt. Ça parle du droit des personnes handicapées. Section par section. Avec la section 1, par exemple, on a le premier article qui est très intéressant. L'article 17 qui doit d'abord faire le constat, c'est-à-dire avec l'article 17 qui est le premier article de ce chapitre, on parle de la déficience, c'est-à-dire la déficience doit être constatée. Si quelqu'un se dit handicapé, il ne suffit pas de dire on voit qu'il a mal à la tête, on voit qu'il a du mal à marcher, on voit qu'il a du mal à s'insérer. Non, il faut que cela puisse être constaté par un médecin spécialiste, agréé, qui indique la nature de la déficience et le degré d'incapacité. Et c'est suite à ce constat que cette personne handicapée demande une carte appelée carte d'égalité des chances. Je vous vois venir, vous vous demandez c'est quoi la carte d'égalité des chances. C'est une carte justement qui permet à son titulaire de bénéficier des droits et des avantages en matière d'accès aux soins de santé, aide financière, éducation, intégration et tout. Donc si je comprends, je vous arrête pas, si je comprends bien, les parents, notamment les mamans qui mettent au monde des enfants qui ont un handicap, et qui ne les déclarent pas. D'accord. On les cache. Ces enfants ne seront pas pris en compte justement par des mesures sociales. Et ces parents adaptées. Ne sont même pas habilités à dire que l'enfant porte un handicap. Non, ce n'est pas aux parents de pouvoir décréter. C'est vrai, on voit l'enfant a du mal, il a des difficultés, mais c'est un médecin qui doit attester du fait que cet enfant présente un handicap. C'est un enfant qui est en situation de handicap. Et c'est après cela que l'enfant a la carte. Alors moi, d'abord, je me suis demandé si cette carte-là, elle est effective. Tenez-vous bien heureux, cette carte, elle n'est pas vraiment effective. J'ai essayé de parler avec quelques associations qui luttent justement pour le droit des personnes vivant avec un handicap. On me dit la carte, pour l'instant, elle n'est pas vraiment fonctionnelle. Très peu de personnes ont pu vraiment l'utiliser. Beaucoup ne l'ont même pas, ne savent même pas que cette carte existe. Et pourtant, dans la loi, c'est bel et bien écrit. Et qui délivre cette carte-là? Justement, on se demande si elle doit être délivrée par le ministère. Selon la loi, c'est le ministère de la Famille qui s'en charge. C'est le ministère de la Famille qui délivre cette carte-là selon la loi. C'est même bien libellé dans un article justement de la loi. De la loi, d'accord. Et alors, après cet article, voilà, on a la section 3 qui parle de l'accès aux soins de santé et aux services de l'action sociale. Et le premier article, c'est l'article 21. L'État garantit à la personne handicapée, par des aménagements raisonnables, l'accès aux soins médicaux nécessaires à la santé physique et mentale. Tenez-vous bien, c'est des soins qui se doivent normalement d'être gratuits. Vous avez dit, vous avez tout dit. Bon, qui se doivent d'être gratuits. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il ne faudrait pas qu'on dise tout et n'importe quoi. La loi est là. Il y a des dispositions qui devraient être prises justement pour que cette loi puisse être bien appliquée. Madame Daïsa, sur ce plateau, a parlé des différentes structures qui doivent exister pour la mise en application de tous les aspects prévus par cette loi. Mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup qui n'existent que de nom justement, ou qui n'existent même pas. Vous allez peut-être vous rendre du côté du ministère des Affaires sociales, ministère de la Famille, pour voir ce qui se fait dans ce sens. Justement. Bon, on dira déjà qu'on a la loi, donc on poursuit. Au niveau de la loi, il y a aussi l'éducation et la formation professionnelle, parce qu'une personne qui vit avec un handicap passe par toutes les étapes de la vie normalement. Donc au niveau de l'éducation, l'État garantit le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation
des personnes handicapées. Mais là, ça parle en termes de gratuité, mais surtout d'éducation inclusive dans les écoles publiques. Et il y a un aspect, moi, qui m'a intéressée, Rose Danondé. Saviez-vous qu'aucune école ne doit rejeter ou refuser d'accepter un enfant parce qu'il vivrait avec un handicap? C'est-à-dire toutes les écoles devraient pouvoir accepter tous les enfants vivant avec un handicap. Si déjà nous avons des écoles spécialement pour ces enfants, c'est que là déjà il y a un problème. Voilà, donc la plupart des cas, normalement, quand ce n'est pas un handicap qui est très encombrant, normalement, toutes les écoles doivent pouvoir accepter. Or, il y a des parents aujourd'hui qui trouvent qu'il y a des écoles qui refusent d'accueillir ces enfants vivant avec un handicap. Mais c'est aussi, est-ce que nos enseignants, là, il y a même eu un plateau, forum qu'on a eu à réaliser sur le sujet qui devrait être diffusé le 3 décembre dernier. Il n'y a pas vraiment d'enseignant qui est la pédagogie, parce que la façon dont on enseigne un enfant vivant avec un handicap, ça dépend déjà du handicap. Voilà. Si c'est un handicap mental, vous vous rendez compte, il faut quand même l'enseigner. Si c'est un handicap visuel, si c'est un handicap sonore, donc il y a plein, justement, si c'est la surdité, tous ces aspects-là doivent être pris en compte par nos écoles nationales d'instituteurs. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais on a reçu quand même des enseignants sur le plateau qui nous ont dit que pour l'instant, la formation n'est pas prise en compte par ces aspects-là. Bon, moi, je sais quand même qu'à l'université, dans mon amphithéâtre, j'avais quand même un camarade étudiant qui est un malvoyant, mais très assidu, qui travaille très bien. C'est vrai que pendant les cours, ça fait du bruit quand il note et tout, mais il est très assidu, il est bien. Ça fait honte quand à ses côtés, il y a des camarades qui se disent, ben, franchement, tu peux t'arrêter, tu peux faire si. Franchement, on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour la mise en application de cette loi. Oui. Beaucoup de choses à faire. C'est comme vous dites, ce n'est pas facile justement pour ceux qui arrivent à finir le cursus. Vraiment. Ils vous diront que ce n'est pas évident. Le professeur à l'université ne veut pas savoir qu'ils ont vraiment un handicap. Il ne tient pas compte de leur retard. Lui, il fait son cours normalement. C'est à eux de pouvoir s'adapter et de suivre justement le train comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, vous en avez terminé pour Non, il ne faut pas oublier, il y a l'emploi, parce que le tout ne suffit pas d'étudier, de naître, d'avoir les soins de santé et tout, mais il faut aussi pouvoir avoir accès à l'emploi. Et quand on parle d'emploi, il y a encore beaucoup de personnes. C'est un autre problème. Oui, mais je tiens à lire cet article-là, l'article 37, qui dit que la personne handicapée a droit à un emploi dans le secteur public ou privé. Et à un traitement de salaire sur la base du principe de l'égalité. Donc, même à ce niveau, il ne devrait pas y avoir de discrimination. Bon, je sais déjà quand même chez nous ici à PB24, nous ne faisons pas cette discrimination. Nous en avons quand même. Nous en avons quand même. Nous en avons quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Et justement, ce cas ici à BB24 nous prouve que ce n'est pas des personnes qui sont limitées. C'est des personnes qui peuvent travailler comme tout le monde, qui font le boulot qu'on leur demande et qui essaient d'être au meilleur de leur rendement. Je crois que c'est tout ce qu'on peut demander à tout citoyen. Donc, que l'on soit personne vivant avec un handicap ou pas, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Il ne faudrait pas oublier cet aspect des choses. Merci beaucoup, Aniat Bello. On fait un coucou à Isaac Nundedo, notre monteur. C'est tellement que l'un des reportages que vous avez eu à suivre dans ce grand rendez-vous a été monté par lui. C'est un collègue vivant avec un handicap, mais qui quand même est dévoué à la tâche, qui travaille bien, franchement. Merci beaucoup, Aniat, pour toutes ces informations. C'est terminé. C'est fini? C'est fini. Je sais que vous avez lu tellement et relu la loi. Je ne sais pas si j'ai 30 secondes pour conclure. En 30 secondes, j'aimerais dire que c'est vrai qu'au Bénin, au plan législatif, nous sommes gâtés. Les personnes vivant avec un handicap sont gâtées. Mais en termes de constat, rien n'a pas vraiment changé. Quand on prend le poids de la tradition, la violence sur la discrimination, la marginalisation et une couverture sociale insuffisante, il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes vivant avec un handicap se sentent aussi à l'aise. Les 30 secondes sont écoulées. D'accord. On a compris le sens de vos propos. Merci beaucoup, Agnette, pour toutes ces informations. Avec vous, donc, on parlait des droits des personnes vivant avec un handicap.